Les élections municipales. Un moment important pour les citoyens qui voudraient se sentir plus proches du débat politique. Et si pour la première fois, vous pouviez depuis chez vous débattre avec les candidats sur les sujets qui vous préoccupent vraiment. À l'occasion des élections, France TV Info, France 3 et Google lancent Mon débat 2014. Depuis votre ordinateur, discutez en chat vidéo avec les candidats qui sont sur le plateau de France Télévisions grâce au Hangout en direct Google+. Votre voix compte. Faites-la entendre en vous inscrivant sur Mon débat 2014. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur le site internet de France 3 Provence-Alpes pour ce Hangout Google+. Alors pour parler français, on va parler, c'est plus simple effectivement, de débat interactif. Faire et bien pour poser des questions ce soir. Patrick Menucci. Bonsoir Monsieur Menucci. Bonsoir Monsieur Bézard. Député du département des Bouches-du-Rhône, maire du 1er et 7e arrondissement de la ville de Marseille et évidemment candidat pour le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts à l'élection municipale de Marseille, qui est donc là avec nous pendant une quarantaine de minutes. Et vous aurez, vous, la possibilité de lui poser évidemment toutes les questions. Alors, vous êtes qui? On va commencer par vous, Sophie. Allez, une petite présentation rapide. Vous êtes qui, Sophie? Sophie, est-ce que vous m'entendez? Oula. Sophie ne m'entend pas. C'est Catherine alors, oui, c'est Catherine, pardon. Catherine, est-ce que vous m'entendez, Catherine? Catherine, est-ce que Catherine m'entend? Catherine Le Sage. Bonjour Catherine, est-ce que vous pouvez vous présenter, Catherine? Catherine qui a l'air d'être installée confortablement dans un magnifique canapé zébré, mais qui visiblement ne m'entend pas, donc on va régler, c'est ça, c'est direct, hein, Oui. de régler la liaison très rapidement. On passe à Michel. Oui, Michel bonsoir. Oui, ah, tout à fait. Michel Braque. Allez, présentez-vous Michel, rapidement. Eh bien, écoutez, je suis photographe, je suis un indépendant à Marseille. J'aime cette ville que j'ai adoptée en 97 et j'ai envie de savoir beaucoup de choses sur le programme de Monsieur Menucci et notamment, bien sûr, l'emploi, bien sûr, sur les projets de la ville, mais aussi sur la politique culturelle. Ah, intéressant, intéressant. Ben, vous aurez toute la latitude pour poser des questions à Patrick Menucci. Rubin est avec nous. Présentez-vous rapidement, Rubin. Oui, bonjour. Je suis avocat à Marseille. Après être parti, je suis revenu. Je travaillais récemment pour la capitale européenne de la culture. Et puis, je suis assez heureux d'avoir l'occasion de pouvoir discuter un peu avec Monsieur Menucci de Marseille, de ce qu'il compte en faire s'il était élu. Merci Rubin, tout de suite. Est-ce que Catherine nous entend? Oui, je vous entends. Ah, magnifique. Allez, présentez-vous rapidement, Catherine. Alors moi, je suis étudiante en gestion culturelle. J'habite à Aix, mais je travaille beaucoup sur Marseille. Et c'est pour ça que du moins, ce qui se passe politiquement à Marseille m'interpelle et m'intéresse beaucoup, et que je suis là ce soir. Alors je rappelle que vous avez la possibilité effectivement de voir ce débat sur notre site internet et puis également sur la plateforme Mon Débat 2014. Vous allez sur Google, vous tapez plateforme Mon Débat et vous tomberez évidemment sur ce site et vous pourrez voir et revoir cette retransmission. C'est une première, Patrick Menucci, à Marseille. Je suis très heureux d'y Donc participer. voilà, vous êtes le premier à participer à ce type d'initiative. Vous connaissiez ce type de débat interactif? Je le connais depuis que vous m'avez proposé d'y participer. Bon, et après, ce sera Jean-Claude Gaudin la semaine prochaine qui sera à votre place. Le 7 mars, le vendredi 7 mars, pour être tout à fait précis. On va sûrement appeler ça un espiga ou un anga. Je sais pas. Ça risque d'être pas évident à prononcer. Allez, qui pose la première question? On va peut-être commencer par Michel. Allez, Michel, Patrick Menucci vous écoute. Bah écoutez, moi, le sujet sur lequel j'ai envie de vous entendre, c'est bien entendu l'emploi dans la ville de Marseille. Puisque c'est une ville qui souffre beaucoup du chômage, avec des entrepreneurs souvent courageux, mais qui ont parfois du mal à trouver leur place dans cette ville. Et j'aimerais savoir, voilà, quel est votre programme, quelles sont vos intentions vis-à-vis de l'emploi, et vraiment centré sur la ville de Marseille, parce que le problème d'emploi est un problème national, mais Marseille est une ville qui souffre beaucoup.
Merci Michel de votre question. C'est le choix que vous faites de commencer par l'emploi, c'est le même que celui que j'ai fait dans mon programme, puisque je place la question du développement économique de la ville de Marseille tout à fait au cœur de mon dispositif municipal. Pourquoi? Parce que il y a 86 000 chômeurs aujourd'hui dans cette ville. Quand Jean-Claude Gaudin est arrivé, il y en avait 60 000 et que aucun effort n'a été fait pour développer l'emploi par la municipalité. En réalité, il y a 20 ans, il y a eu un tournant dans les agglomérations françaises. Un certain nombre de maires à Lyon, Raymond Barre, Alain Juppé, Jacques Chirac à Paris, Pierre Mauroy à Lille, se sont dit que dans une économie qui était difficile, déjà il y a 20 ans, les choses n'étaient pas simples, dans une économie où la croissance était assez réduite, ils avaient la nécessité de faire que les territoires qu'ils administraient, eux, produisent de la croissance. Et de fait, aujourd'hui, malgré la situation nationale difficile, il y a des agglomérations qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Et le problème, c'est qu'il y a 20 ans, le maire Jean-Claude Gaudin, aujourd'hui, n'a absolument pas pris ce virage. Alors, on est en retard. On est en retard aussi parce qu'on n'a pas de métropole, mais depuis le 17 juillet 2013, on sait qu'on en aura une le 1er janvier 2015, parce que les transports en commun ne lient pas entre eux les bassins d'emploi, ceux d'Aubagne, d'Aix-en-Provence, de l'étang de Berre, de Marseille. Quand vous êtes à Paris ou à Lyon, ou disons à Paris, vous ne vous demandez pas si vous pouvez aller travailler dans le Val-de-Marne quand vous travaillez dans l'Essonne. À Marseille et dans notre agglomération, dans notre métropole, c'est le cas. Alors, très rapidement, les éléments que je veux donner, c'est dans mon programme, vous pouvez le voir détaillé sur menucci2014.fr, vous trouverez d'abord des éléments généraux. Premièrement, la création d'une structure autour du maire de discussion et de développement économique avec les grands chefs d'entreprise du territoire. Deuxièmement, la création d'une foncière qui puisse détenir des terrains pour y installer des entreprises, c'est-à-dire faire des propositions d'installation d'entreprises. Je rappelle que quand Gérard Collomb fait 120 hectares de zone industrielle, Jean-Claude Gaudin en fait 7 en 20 ans. Donc il faut qu'on maîtrise les terrains, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La création d'une agence marketing territorial pour l'ensemble du territoire avec un laboratoire économique de façon à essayer de saisir les opportunités et puis la place du maire qui doit être un acteur auprès des entreprises pour aller les chercher, pour organiser des rendez-vous, pour recevoir, pour aller à l'extérieur les voir et vendre le territoire. L'idée fondamentale que j'ai, c'est qu'il faut que nous soyons, je dirais, business friendly, c'est-à-dire que nous soyons capables d'accueillir ceux qui veulent s'installer aujourd'hui dans le sud de la France. Nous sommes concurrencés par Nice depuis peu de temps, parce qu'Estrosi a fait une très importante zone d'entreprise dans la vallée du Var. Nous sommes concurrencés par Lyon, nous sommes concurrencés par Montpellier, par Toulouse, par Bordeaux. Il faut que nous rentrions dans cet univers de concurrence. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste sur cette thématique-là, parce qu'on l'a bien compris, hein, c'est une thématique importante dans le programme de Patrick Menucci, l'essentiel. Hein, donc, Michel, vous aurez la possibilité de reposer une question. En tout cas, la réponse vous convient? Oui, elle tout était à fait. complète. Hein. Tout à fait. Sophie, Ruben, une question. Allez, on commence par Sophie sur la thématique de l'emploi. Catherine, pardon. Pourquoi je vous appelle Sophie? Catherine. Je sais pas, peut-être parce que je suis sage. C'est vous qui le dites, hein, Catherine. Alors, par rapport à la thématique de l'emploi, moi, je souhaiterais rebondir sur le secteur culturel. C'est un secteur qui a fait ses preuves. On a vu qu'en 2011, il avait généré des milliards d'euros en PIB pour la France. Et malheureusement, à Marseille, c'est un secteur qui peine fortement, les associations, etc. J'ai vu dans votre programme que vous disiez que vous alliez fournir plus de transparence au niveau de l'attribution des subventions et autres. Et donc, comment comptez-vous accorder une place prépondérante à la culture, à l'emploi que ce secteur peut générer et à la force que c'est pour Marseille, voilà, comme domaine? Merci Catherine. On peut
discuter sur ce qu'a été Marseille-Provence 2013. Il y a une chose dont on est certain, c'est que l'année culturelle nous a conduit aujourd'hui à penser et à constater que le développement économique passait aussi par, et peut-être d'abord, par une envie culturelle. Et y compris quand on voit comment un certain nombre d'entreprises de notre territoire, je pense notamment aux ateliers de la Méditerranée, se sont investis dans la question culturelle. Donc je crois que je fais un lien tout à fait étroit avec la question de Michel précédemment. Oui, je veux que notre territoire soit un grand territoire culturel. Alors pour faire cela, il faut, vous parliez des financements, et une des propositions que je fais, c'est de créer des conférences de consensus. C'est-à-dire que la municipalité, pardonnez-moi, la municipalité doit afficher une politique municipale culturelle qui, reconnaissons-le, à Marseille existe très peu. On reconduit depuis 20 ans les mêmes subventions. Elle doit afficher une politique culturelle et elle doit faire un tour de table avec les financeurs, État, Conseil général, Conseil régional, pour regarder comment ces opérations-là, y compris troupe par troupe, lieu par lieu, sont financées. C'est-à-dire que la proposition que je fais, c'est qu'au lieu que les créateurs courent après des subventions, ce soit la municipalité qui les aide à trouver leur financement et que les financements soient cohérents sur l'ensemble du dispositif territorial qui comprend les institutions et l'État. Ensuite, sur la question de l'emploi lui-même, je me suis prononcé aujourd'hui sur la question des intermittents du spectacle. Je pense qu'il faut qu'on fasse très très attention à cette catégorie de population qui, à Marseille, est importante. Et j'ai une proposition à faire dans le cadre du temps périscolaire que nous devrons mettre en place à partir du mois de septembre 2014. Je veux donner une large place à la culture dans les écoles communales marseillaises et utiliser les professionnels de l'art pour venir travailler avec les employés municipaux, avec les grandes associations dans cette optique. Ensuite, je suis extrêmement je pense de façon très très claire qu'il faut que nous soyons dans une vision qui est à la fois une vision de création sur la culture, et donc il faut maintenir et développer ce qui crée, et puis il faut quelques grands événements. Je dirais que dans une ville qui est entourée de grandes villes de festivals, le Lyrique à Aix, le théâtre francophone à Avignon, le cinéma à Cannes, il faut qu'on trouve notre créneau. Est-ce que ce créneau, c'est les arts de la rue, avec notamment la Cité des Arts de la rue et le nombre considérable d'acteurs à Marseille sur ce sujet? Ça peut être cela. Ça peut être aussi la danse, en prenant garde à ce qui se passe à Montpellier. Nous avons une tradition de danse avec Béjart, avec Marius Petipa, plus loin, avec aussi Roland Petit, même s'il n'était pas marseillais, avec notre ballet national qui aujourd'hui est quand même dans une situation incroyable puisqu'il n'a joué que 3 fois l'année dernière sur le territoire de Marseille. Donc est-ce que c'est avec la danse, est-ce que c'est avec les arts de la rue? En tout cas, moi, ce que je veux faire, c'est un festival. Je veux qualifier Marseille avec un festival. Je veux faire une fête grand public à la Saint-Jean d'été et à la Saint-Jean d'hiver qui s'appellerait les équinoxes, et utilisant les festivals qui sont autour de nous, je voudrais mettre en place une avant-saison des festivals au moment de Pâques. Je me rappelle pas parce que je n'étais pas né, mais je sais que le Festival d'Avignon, dans ses débuts, dans les années 50, jouait souvent à Marseille, et c'est comme ça qu'on a des photos de Gérard Philippe jouant devant l'hôtel de ville, le CID. Eh bien, je crois que c'est possible aujourd'hui de prendre des créations d'Avignon, des créations d'Aix, des films de Cannes, et de les transporter à Marseille pour une avant-saison. Catherine, la réponse vous convient?
Oui, et je souhaiterais rebondir juste sur une petite chose. Il y a eu une vague de fermetures administratives ces derniers temps, depuis la rentrée de janvier. Le Baby, des fermetures administratives qui ont eu lieu à Marseille, le Longchamp Palace, le Baby, le Wow, etc. Et comment vous comptez vous positionner aussi par rapport à ces fermetures qui peuvent être jugées un peu abusives? C'est juste des plaintes de voisins par rapport au bruit, etc. Un centre-ville est obligatoirement vivant, il y aura obligatoirement du bruit et comment est-ce que quel est votre point de vue en fait sur toutes ces fermetures administratives qui ont eu lieu ces derniers temps à Marseille? Alors, entre les fermetures administratives, je les connais parce que très souvent, elles sont dans mon secteur. Il y en a qui sont justifiées du point de vue de la préfecture et de la mairie de Marseille par le bruit. Il faut faire attention dans ce que vous avez cité. Il y a d'autres raisons qui sont soit des raisons qui sont liées à des choses illégales qui se seraient passées à l'intérieur. Je vais pas détailler. Donc il faut faire attention. Je pense que vous me parlez essentiellement de la question du bruit, quoi, des nuisances sonores. Alors voilà. Pour ça, j'ai une proposition qui est très claire. Je souhaite que la loi soit respectée. Quand je dis la loi soit respectée, elle doit être respectée par celui qui a le droit à faire de la musique, et puis elle doit être respectée par celui qui est à l'extérieur. Celui qui qui fait de la musique et qui a une autorisation de musique amplifiée ou autorisation de boîte de nuit, hein, c'est pas la même chose, il y a des niveaux. Je propose de mettre en place dans chaque établissement des mouchards, c'est-à-dire des systèmes qui repèrent le nombre le niveau sonore et qui installent un limitateur sur l'appareil qui diffuse de la musique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, si vous avez droit à 80 watts, vous ne pouvez pas, ce qui est très important, hein, vous ne pouvez pas dépasser ce niveau sonore, faute à vous que le système coupe, et ça existe dans plusieurs villes, ça existe notamment à Lille. Ce système-là renvoie aussi à un centre de prévention, un peu comme de surveillance des cambriolages, par exemple, qui téléphone au bar, à la boîte, en disant vous dépassez, il faut que vous régliez, etc. Donc je pense qu'il faut, avant de sanctionner, il faut travailler sur la réalité. Après, il y a un autre problème, c'est que les habitudes de sortie ont changé par rapport à des époques que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, que j'ai connues. On allait en boîte de nuit plus tôt. Maintenant, on va en boîte de nuit beaucoup plus tard. La question de la cigarette interdiction à l'intérieur pose des problèmes. Le Longchamp Palace, notamment, qui a fermé il y a quelque temps, c'est essentiellement dû à la question des consommateurs qui fument devant. Et comme le Longchamp Palace a un grand succès, il y a beaucoup de gens qui fument devant. Donc, il faut qu'on trouve les moyens d'adaptabilité. Moi, je vous dis une chose, dans mon programme, il y a une zone de nuit qui doit être développée. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans le centre-ville doit absolument disparaître, mais on doit développer une zone de nuit. Je propose que cette zone de nuit soit en face de l'hippodrome Borelli, puisque là, on a un grand espace de 27 hectares où il n'y a absolument personne, où on pourrait développer un certain nombre d'activités et de boîtes. Mais je suis très attentif à ce que vous dites. Je sais qu'il y a de l'emploi autour de ça. Je connais bien sûr les boîtes de nuit du centre-ville ou les bars. Il faut quand même que les gens qui n'ont pas le droit de faire de la musique, parce que c'est un bar et pas une boîte, n'en fassent pas. Et donc ça, je pense qu'il faut aussi respecter les règles. Et les règles doivent être respectées partout, c'est dans tous les cas. Mais ce qui me semble quand même, c'est que des rues, par exemple, comme la rue Sainte, sont quand même aujourd'hui très mal adaptées au mode de sortie. La rue Sainte, il y avait, Monsieur Bézère doit connaître ça, il y avait le Corsaire Borgne, vous vous rappelez c'est un endroit interlope où il y avait voilà, des le Corsaire Borgne. Voilà, il y avait le Corsaire Borgne et ça a toujours très bien fonctionné. Aujourd'hui, il y a d'autres types de boîtes de nuit qui posent des problèmes. Et je vous assure que habiter dans le haut de la rue Sainte, au-dessus de ce qui était le Corsaire Borgne, aujourd'hui, ce n'est pas facile. Allez, Ruben, qu'on n'a pas entendu. Sur l'emploi, Ruben. Ouais, voilà, problématique et la thématique de l'emploi. J'aimerais juste rebondir un quart de seconde sur ce qui vient d'être dit, et puis après j'ai une question. Je vous en prie, allez-y. L'économie. Sur la question d'une zone de nuit, ça me semble être une bonne idée. Simplement, je ne peux pas m'empêcher de comparer Marseille à d'autres villes qui pourraient avoir son profil ou dont elle pourrait avoir le profil. Et ce serait un peu une première, quoi. Parce que c'est vrai que quand on réfléchit comme ça sur la rue Sainte et tout ça, tout ce que vous dites est vrai et on
on a du mal à vous contredire parce que c'est le bon sens. Mais en même temps, quand on voyage, et pas forcément dans des villes monstrueuses, mais quand on va à Lisbonne, qui est, ma foi, pas si différente en termes de démographie, enfin, qui est pas dans une autre ligue que Marseille, quoi. Quand on va à Lisbonne, quand on voit en Espagne, pas forcément les très grandes villes, il n'y a pas ces problèmes-là, quoi. Et pourtant, il y a du bruit aussi, et pourtant, il n'y a pas si souvent que ça. Alors, permettez-moi juste une précision. À Lisbonne, par exemple, il y a un système qui est remarquable. C'est que la ville est classée en couleurs. C'est-à-dire que quand vous allez chez le notaire acheter un appartement, comme ici on vous dit il y a des termites ou il n'y a pas de termites, etc., on vous dit votre appartement, l'appartement que vous achetez, le bien que vous achetez, il est en zone rouge. Ça veut dire que vous n'avez rien à dire. On peut faire du bruit, tout ce qu'on veut dans la rue, vous pouvez rien dire. Il est en zone orange, il y a eu des réglementations, ou il est en zone verte, alors là, il est interdit de faire quelconque bruit. Vous voyez, ce sont des pratiques que nous n'avons pas. Je trouve que c'est excellent, parce que le vrai problème, non, mais c'est excellent parce qu'au moins tout le monde sait où il vit et où il habite. C'est clair chez le notaire quand on fait un achat. Malheureusement, on ne pourra pas le mettre en œuvre à Marseille parce que ce sont des lois nationales. Mais je comprends tout ce que vous dites. Je pense qu'il y a un problème à Marseille, c'est le problème de l'autorité. C'est-à-dire que on laisse se développer, par exemple, des bars qui n'ont pas le droit de faire de la musique. Alors, on parlait de la rue Sainte. Je pourrais vous parler de 2 ou 3 bistrots, je citerai pas les noms, qui sont sous forme associative, qui ouvrent, qui ferment, qui dans l'intérieur desquels on fume, etc. De temps en temps, on vient les fermer. Ils n'ont pas d'autorisation, ils mettent la musique à fond. Un vendredi, ils louent la salle à un groupe d'étudiants qui n'est pas au courant des règles, qui met la musique à fond, et après, on dit l'autorité administrative a fait fermer. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut respecter les règles partout. Celui qui a le droit de faire de la musique, il doit me faire. Sa porte doit être fermée, il doit y avoir un limitateur, et on doit vérifier que l'entourage de la pièce est conforme aux lois. Celui qui n'a pas le droit de faire la musique, il ne doit pas en faire. Et je rappelle que faire de la musique, ça se taxe aussi, et c'est un revenu pour la ville. Donc tout ça se tient, il faut faire les choses correctement. Le problème aujourd'hui, c'est que personne à la ville de Marseille ne règle ces problèmes. Ben non, un problème de son. Ouais, non, j'ai eu des petits problèmes. Non, mais c'est bon, ça marche. Ça y est, non, ok, j'entends. Après, bon, sans m'éterniser sur le sujet, j'avais envie, moi, de revenir au départ sur le premier sujet qui était celui de l'économie et de l'emploi. Parce que c'est vrai que c'est effectivement, ça me semble assez important. Vous avez certainement vu, j'imagine, il y a hier que l'Express a publié un classement des maires. Oui, je l'ai vu. Voilà. Ça ne lui a pas échappé, hein. J'imagine bien que ça ne vous a pas échappé. Sans tirer sur l'ambulance parce qu'on est mal classé et que ce serait ni difficile ni intéressant, je pense. J'ai une double question en fait. J'aurais aimé petit 1 savoir quelle foi vous accordez à ce genre de classement, parce que est-ce que vous pensez que c'est un signal? Est-ce que vous pensez que c'est un peu facile? Comment vous voyez le truc, n'étant pas encore maire de Marseille, et l'étant peut-être dans quelques mois, parce que vous pouvez le devenir maire de Marseille et ça peut s'améliorer. Vous pouvez aussi devenir maire de Marseille et vous rendre compte que c'est pas si facile à améliorer et puis devoir faire face au même genre de classement. Ça, c'est la première question. Quelle foi vous accordez à ça? Okay. La deuxième et puis la deuxième, je vous la poserai quand vous aurez. Votre question, elle n'a de sens pour Jean-Claude Gaudin que parce qu'il est là depuis 20 ans. Parce que vous avez raison, il y a des éléments exogènes à un classement, et c'est difficile de toujours les faire porter sur le premier magistrat de la ville. Sauf que en ce qui concerne Jean-Claude Gaudin, ça fait 20 ans qu'il est là. Donc les responsabilités, il les a. J'ai pas encore totalement lu l'article de l'Express, mais j'ai vu ce que mes collaborateurs m'ont donné. On constate quoi? On constate que sauf dans le domaine culturel, mais vous avez compris, parce que vous étiez à Marseille pour 2013, que Jean-Claude Gaudin n'y est quand même pas pour grand-chose, mais il bénéficie de ce que Marseille a eu à connaître en 2013. Donc là, il est classé, je crois, 6e ou 7e. Et puis après, pour tout le reste, il est soit 25e, soit dernier. Parce que la vérité, c'est que Jean-Claude Gaudin, il ne s'intéresse pas à la gestion
de la ville. Jean-Claude Gaudin, il a une vision de maire telle qu'on avait il y a 50 ans. Et encore, je crois que Gaston Defferre était plus actif que lui. Il n'a pas de vision. Donc, il se trouve avec des classements. Quand on mesure l'activité économique, ben voilà, vous avez la réponse. On est dernier. Quand on mesure... C'est pas exactement ma question, M. Menucci. J'entends ce que vous dites, c'est pas exactement ma question. Non, mais ma question, ma réponse, elle est simple. Si on me classe l'année prochaine 22e, je considérerai que c'est la responsabilité de mon prédécesseur. Si, par hypothèse, je reste maire, puisque j'ai dit que moi, je ne ferai pas plus de 2 mandats, je reste maire 12 ans, et que dans 12 ans, on me classe 22e, je considérerai que c'est ma faute. C'est clair, Ruben? Mais donc, c'est très clair. Et la deuxième question rapidement, et on retourne à Michel. Je pense que ces classements sont évidemment toujours discutables, mais je vous rappelle, Ruben, qu'on en est au 15e classement de 15 médias différents qui classent toujours Marseille en dernier pour tout, que ce soit l'accessibilité. Voilà, l'accessibilité pour les handicapés, les embouteillages, la qualité de l'encadrement scolaire, enfin bon, etc., etc. Donc il y a bien un peu de réalité. La réalité, c'est que Jean-Claude Gaudin, il n'a pas fait son boulot de maire. Son boulot de maire, pour lui, ça consiste simplement à se promener dans sa C6, à dire bonjour aux gens de la porte de la fenêtre et à s'asseoir dans son bureau 2 heures par semaine. La vérité, elle est là. Le reste du temps, il n'est pas ici. Il est ou chez lui à Saint-Zacharie, ou chez lui à Neuilly, ou au Sénat en train de faire le président de groupe UMP. Voilà. Vous lui deuxième question à l'occasion d'un débat? J'ai pas compris. Vous lui diriez à l'occasion d'un débat? Mais il ne veut pas débattre. Ah. Vous le savez. Hier soir, on a fait une chaîne concurrente à France 3, l'un après l'autre. Et demain, vous pourrez regarder samedi, c'est Monsieur Bézère qui s'en occupe. On va avoir un débat parce que France 3 vient nous voir. Alors, ils font 10 minutes avec moi, 10 minutes avec Gaudin, et c'est ça que lui appelle un débat. Mais évidemment, c'est pas un débat. Alors, il y avait quand même ce débat sur France 2 qu'il a accepté, et c'est la chaîne qui a annulé. Enfin, moi, je ne crois pas qu'il ait accepté un débat. Je pense que c'est une. C'est non, c'est pas vrai. Il a annoncé qu'il a accepté de débattre. C'est jamais ce que m'a dit la chaîne. En tout cas, il pourrait accepter de débattre chez vous cette semaine. Je pense que vous l'organiseriez, y compris en présence de Ravier et de Coppola, ce qui pose pas de problème. Enfin, de quoi moi, on m'en pose pas. Évidemment, il refuse. Vous savez pourquoi il refuse? Parce qu'il a peur. Il a peur du véritable débat avec moi sur les vrais éléments. Avec moi, il pourra pas raconter des histoires de Monseigneur Belzunce, de Napoléon III ou de je ne sais quoi. Les dossiers de Marseille, je les connais mieux que lui. Michel. Alors, en fait, je reste toujours sur le plan économique aussi, simplement parce que si vous arrivez donc à conquérir cette Marseille, cette ville de Marseille, je m'interroge en fait sur les grands projets qui ont été engagés dans cette ville, qui font de cette ville depuis longtemps une ville entièrement dédiée aux travaux, où on a du mal à circuler, où on se demande toujours quand est-ce que cette ville se finira, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si vous arriviez aux commandes de cette ville, quels sont les projets que vous allez peut-être faire perdurer parce qu'ils sont importants économiquement, quels sont ceux sur lesquels vous reviendriez et dans quelle perspective? C'est-à-dire, quelle serait au fond la perspective de développement économique que vous lanceriez dans ces travaux qui perdurent dans la ville de Marseille? Est-ce que vous avez des exemples précis, Michel, de travaux en particulier auxquels vous pensez? Alors, il y en a un que tous les Marseillais connaissent, bien sûr, c'est la fameuse L2 qui dure depuis, je pense, mais là, Michel, 40 ans. Michel, sur la L2, c'est, excusez-moi, mais c'est le contre-exemple. Puisque, en réalité, vous avez raison, ça fait 10 ans qu'elle a été abandonnée. Quand je suis devenu député, avec Madame Carlotti, et Monsieur Masse, nous sommes allés voir, Monsieur Cuvillier, le ministre des Transports. Nous l'avons fait venir à Marseille. Il a dit, la L2 est un scandale d'État. Et je vous rappelle, alors je sais pas si vous vous en souvenez, mais, l'accord financier pour terminer la L2 a été signé le 1er juillet 2013. Les travaux ont commencé. Les travaux ont commencé et la L2 sera livrée à la fin de l'année 2016. Donc là, voilà, sur ce point, vous pouvez être rassuré. Après, sur le reste, moi, je vais vous dire, dans mon programme, compte tenu notamment de ce qui s'est passé pour Marseille-Provence 2013, la construction du Bucem, la réfection de Longchamp, le FRAC, etc., je n'ai pas mis beaucoup d'équipements.
j'ai mis 2 bibliothèques, 2 médiathèques plutôt, une à Saint-Antoine et une à Rivoire-et-Carré dans le 11e, parce que je pense que là, il manque d'éléments de lecture. Pour le reste, je pense qu'il faut utiliser mieux les bâtiments que nous avons. Je vous prends un exemple. Ça intéressera mademoiselle Le Sage. L'Alcazar. L'Alcazar, c'est une magnifique médiathèque, enfin bibliothèque, médiathèque. Elle est ouverte à 11h le matin. Eh bien moi, je dis que grâce à mon travail avec les organisations syndicales de la mairie, le personnel communal, j'ouvrirai l'Alcazar à 8h30. Ça va pas coûter un franc d'investissement. L'Alcazar existe. Et au lieu de le fermer à l'heure où il est fermé, à 19h, on le fermera à 20h30. Et on pourrait même le faire fermer un soir par semaine, faire une nocturne pour les étudiants, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans mon programme, je veux utiliser ce qui existe et le faire fonctionner le mieux possible. Après, vous me parlez de quels sont les grands projets. En matière économique, c'est faire des zones d'entreprise, et notamment dans les quartiers nord. Je pense notamment à la zone d'entreprise de 50 hectares industriels derrière Moropiane, c'est-à-dire derrière la zone de transit de Moropiane qui va naître du déplacement de la gare du Canet, 50 hectares. Donc ça, c'est un vrai projet industriel. Et puis, dans les projets plus ludiques, mais je pense que vous êtes des gens qui aimez prendre l'air de temps en temps, la réhabilitation de la corniche avec l'utilisation de la voie de gauche, c'est-à-dire en descendant celle du côté mer, pour faire un spot de promenade. Les coureurs comme Monsieur Bézère m'en remercieront. Les gens qui font du vélo pourront en faire en sécurité. Les familles qui se promènent avec des poussettes aussi. On aura un spot merveilleux dans le plus bel endroit de Marseille. Et puis tout ça se terminera à l'hippodrome Borély. Vous savez, je vais récupérer, puisque c'est la propriété de la ville de Marseille, pour agrandir Borély, pour faire ce que j'appelle le Grand Borély, dans lequel on trouvera un stade d'eau vive le long de l'Uvonne pour notre club de canoë-kayak, qui est de très très grande qualité, puisqu'il a fait 2 champions olympiques, un boulodrome couvert, là, parce que c'est là qu'on fait la Marseillaise, c'est là qu'on fait les grands concours de boules à Marseille, et puis des espaces de promenade, de détente. Voilà des projets qui ne coûtent pas très cher, il n'y a pas de construction. Borély, c'est 10 millions d'euros le projet, et la Corniche, c'est 12 millions d'euros. Vous voyez, 22 millions d'euros, c'est 3 fois moins que le palais de la glace et de la glisse. Catherine. Oui, est-ce que je peux changer de sujet radicalement? Allez-y, changez de sujet, Catherine. Alors, voilà, moi j'habite à Aix, donc je fais des allers-retours perpétuellement entre Aix et Marseille, etc. Et est-ce que je peux vous conseiller d'habiter à Marseille, Catherine? Ce sera pour bientôt, ne vous en inquiétez pas, dès que j'ai fini mes études. mais voilà, mon souci principal, c'est que j'ai été en stage à Saint-Antoine pendant 7 mois, et la question des transports est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Une ville aussi grande que Marseille et qui n'a pas de réseau de transport adapté. Pareil, dans votre programme, j'ai vu que vous disiez que vous comptiez chez la coopération de la RTM, etc., pour, à votre mandat, mettre des choses intéressantes en place. Mais voilà, comment est-ce que vous envisagez le problème du transport et comment est-ce que vous envisagez le fait que ça devienne quelque chose un problème qui soit résolu? Catherine, le maire de Marseille ne peut pas envisager seul de régler la question des transports, et notamment des transports métropolitains. Vous parlez d'Aix-en-Provence, et je dirais un mot, c'est que ça fait 40 ans de retard par le fait que nous n'ayons pas de métropole. Alors, ceci dit, c'est pas une réponse à votre question, mais c'est le contexte. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'État investit à partir de maintenant dans la nouvelle gare Saint-Charles, qui est une gare qui sera souterraine, qui va coûter 2,5 milliards d'euros pour justement cadencer les TER entre les villes de la métropole, Aubagne, Aix, en passant par Marseille, sans retourner le train. Vous avez l'habitude parce que vous le prenez. Vous savez bien comment c'est ridicule. Nous sommes le seul endroit où la gare est en cul-de-sac. Entre Aubagne, Marseille et l'étang de Berre, Rognac, l'aéroport. Donc c'est un projet qui est considérable, qui est très cher. Pourquoi?
parce que nous manquons de zones de stockage. Il faut bien comprendre que le problème majeur de la gare Saint-Charles, c'est son manque de stockage. D'ailleurs, vous le voyez quand vous êtes à la gare. Vous voyez bien qu'il y a assez peu de trains qui sont stockés, contrairement à ce qu'on voit quand on arrive à la gare de Lyon, à Paris. Donc, cette question-là, elle est centrale. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les travaux vont durer 8 ans. Entre parenthèses, ils vont réhabiliter totalement le quartier qui est situé entre le boulevard d'Athènes à Marseille et le pont du boulevard national, puisque la gare souterraine va sortir au niveau des allées Léon Gambetta. Vous voyez par là. Je sais pas exactement encore où, les études sont en cours, mais comme la gare est à 80 mètres sous la colline Saint-Charles, évidemment, la sortie se fait beaucoup plus à plat au niveau de la Canebière. Donc, la deuxième chose, c'est que nous devons, en même temps que nous travaillons sur les déplacements extérieurs à Marseille, travailler à l'interne de Marseille. Pour ça, c'est le projet que je porte de métro entre Saint-Loup et l'hôpital Nord, en passant par la station qui existe, Dromel aujourd'hui, jusqu'à la station Guillermier, celle que nous appelons Guillermier, Capitaine Jazz, pour aller vers l'hôpital Nord. C'est donc le lien nord de Marseille, sud-est de Marseille, en passant par les endroits où il y a le plus d'habitants, le plus d'entreprises, etc. Et de l'autre côté, le tram entre la tour CMA-CGM et Saint-André, la zone franche de Saint-André, et de l'autre côté, à partir de Castellane, puisque Castellane sera terminé en début d'année 2015, la liaison Canebière-Castellane par la rue de Rome, vers la Caplette et justement le fameux palais de la glace et de la glisse. Donc voilà les projets de transport qui existent. La question, c'est la question de du temps qu'il faut pour le faire, et c'est là qu'on peut avoir quand même une critique, même si elle est légère à l'égard du maire actuel, c'est que en 20 ans, il a quand même pas préparé ce travail, et qu'il a fallu que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qu'on peut critiquer dans bien des domaines, certainement dans ce pays, mais il y a un domaine où on ne peut pas le critiquer, c'est pour le travail qu'il fait pour Marseille. Alors, il reste une dizaine de minutes. Je vous demanderai vraiment de faire Ruben, je vais vous donner la parole dans un instant. Ouais. Vraiment, question courte, et Patrick Minucci, si vous pouvez répondre de façon, voilà, de manière à ce qu'on puisse poser encore quelques questions. Ruben. Ouais, ben justement, je voulais, ma dernière question, une des dernières en tout cas, tous ces projets, surtout les derniers, c'est super d'avoir terminé avec les transports, parce que vous avez raison, la question du temps est capitale, mais il y a une deuxième question qui est capitale pour les transports comme pour le développement économique d'ailleurs, c'est le financement. On sait que Marseille est la grande ville la plus endettée de France, très 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 loin devant les autres. On a une moyenne nationale d'annuité de la dette par habitant qui est de 88 €, chez nous c'est 319. C'est-à-dire comment vous géreriez ça, d'une part en termes de on avait compris. Maintenant, vous entendez très sur mal. Vos projets. Non, on a compris la question. Quand on doit rembourser la plus grande dette du financement. Comment est-ce qu'on finance ce type de grands projets? Alors, sur le financement de la gare, il s'agit d'un projet d'État. Donc, ça ne concerne pas le maire de Marseille ni le président de la communauté urbaine. Je ferai remarquer que c'est le plus grand projet d'investissement hors région parisienne qui existe dans le pays. 2,5 milliards d'euros, qu'il faut également rapporter aux 700 millions de la question précédente sur la L2. Et il faudrait encore qu'on ait 400 millions pour faire le boulevard urbain sud. Mais sur cette question, on est sur un financement d'État. Sur les transports intramuros, on est sur une responsabilité ville, communauté urbaine, demain métropole. Alors voilà comment nous allons faire. Le versement de transport, c'est la taxe que payent les entreprises. À Marseille, elle est à son maximum, et dans les autres villes du département, dans les autres agglomérations du département, elle est à son minimum, sauf à Aubagne. Donc nous allons porter le niveau de taxe des transports à son niveau maximum sur l'ensemble de la métropole. Ça va dégager 58 millions d'euros par an. Nous avons 50 millions qui nous sont apportés pour le démarrage de la métropole par la loi de finances 2014, pendant 10 ans. Donc nous allons rajouter ces 50 millions. Négocier un CPER, c'est-à-dire un contrat de plan État-région, j'espère de 20 ou 25 millions pour les transports de la métropole. Disons que ça va nous amener à avoir une capacité supplémentaire
de 140 millions d'euros. Ce que je propose, c'est un emprunt de la métropole massif de 2 milliards, remboursé sur cette base-là, sur cet argent qu'on encaisse en plus, pour aller vite. Parce que si on fait des petits emprunts, on va mettre du temps. Moi, mon objectif, c'est de régler la question des transports en 8 ans. En 8 ans, on peut, avec un emprunt de 2 milliards, faire le métro, faire les trams dans Marseille, en y mettant 1 milliard 200 millions, et les 800 millions qui restent, les utiliser pour les transports extérieurs à la ville, notamment le lien aéroport, gare de l'Agneau et un certain nombre de choses dans ce genre-là. Si j'ai un peu plus de temps, je pourrais vous expliquer comment je veux faire des économies dans la gestion de la ville de Marseille, notamment en réduisant la masse salariale, un certain nombre de choses, mais je vous renvoie à mon programme Menucci 2014. Vous verrez également dans ce programme qu'il y a aussi la gratuité sur les transports en commun pour les moins de 26 ans. Les moins de 26 ans. Je pense évidemment à Catherine qui est encore étudiante. Allez, une question, Michel, et une question, Catherine, juste après. On commence par vous, Michel, et puis après on sera obligé de clôturer ce débat. Michel. Alors, je vais changer totalement de sujet en vous demandant simplement, on a beaucoup entendu Monsieur Gaudin railler un petit peu le fait que la sécurité dans Marseille était le fait de l'État et pas du maire. Et donc, j'aimerais vous demander, vous interroger sur votre point de vue et sur ce que vous comptez faire pour la sécurité, effectivement, dans les villes de Marseille. Michel, alors Jean-Claude Gaudin a à la fois raison, il a raison, mais c'était avant 2007. C'est souvent le problème avec Jean-Claude Gaudin, c'est que quand il raisonne, il parle généralement de Giscard d'Estaing ou de cette période-là. Il voit pas que les choses évoluent. Il y a une loi qui a été votée en 2007. Elle a été présentée par Monsieur Sarkozy, qui était alors encore ministre de l'Intérieur. Peut-être Monsieur Gaudin n'était pas au Sénat ce jour-là, je ne sais pas. Ça s'appelle la loi Sécurité et Liberté. Et cette loi qui est bien connue dans le pays, elle donne la responsabilité de la coordination de la sécurité et de la prévention aux maires. Dans toutes les villes de France, les maires revendiquent leurs droits. Évidemment, ils travaillent en relation avec les autorités du ministère de l'Intérieur. À Marseille, ça sera avec le préfet de police. Mais ils ont une responsabilité de coordination qui leur est reconnue par l'État et qui permet d'avoir un dialogue normal avec les autorités de police. À Marseille, on l'a découvert il y a quelques semaines. Quand monsieur Guéant et monsieur Hortefeux avant lui ont supprimé entre 2007 et 2012 400 policiers dans la ville de Marseille, on n'a pas entendu le maire de Marseille crier. D'ailleurs, Manuel Valls a remis ces 400 policiers, sans que ça ait fait beaucoup de bruit, mais il les a remis. Je n'ai pas entendu non plus le maire de Marseille lui dire merci. Il a agonie d'injures parce que Manuel Valls est venu un jour inaugurer la permanence de Christophe Masse, comme si Manuel Valls n'était pas un de nos amis politiques, que ce soit une découverte. Bon, bref, passons. Et comme si d'ailleurs François Fillon n'était pas venu en 2008 soutenir Jean-Claude Gaudin. Donc moi, ma vision de la sécurité, c'est de prendre mes responsabilités. Mes responsabilités, c'est le retour à l'autorité. Jean-Claude Gaudin, c'est un laxiste. Moi, je suis pas un laxiste. Je veux qu'il y ait de l'autorité dans cette ville. Je l'ai dit tout à l'heure en m'expliquant sur la question des boîtes de nuit et en le faisant de façon équilibrée. Je le dis de la même façon. Moi, je tolérerai pas qu'on se gare sur les trottoirs. Je tolérerai pas qu'on puisse pas passer avec un fauteuil roulant ou avec une poussette. Je veux que cette ville retrouve des normes qui sont des normes françaises, des normes européennes, des normes mondiales de bien vivre ensemble. Il y a qu'ici qu'on a le droit de se garer sur un trottoir, qu'on se met devant un bateau et que personne ne vous dit jamais rien. Pour une raison, la fourrière, elle est minuscule. La police municipale, elle n'existe pas. Elle garde le bureau du maire ou elle assure le secrétariat de l'adjointe à la sécurité. Et tout ça, il faut le revoir. Doublement de la police municipale, organisation de ces déplacements avec des lieux dans les 8 secteurs, armement, travail la nuit, armement parce que travail la nuit, au moins jusqu'à 23 heures en hiver, 2 heures du matin l'été. Voilà, des éléments qui font que cette sécurité-là, c'est-à-dire celle qui relève de des mauvaises habitudes, de la façon de mal se comporter, elle doit être gérée par les règlements municipaux. En ce qui concerne les trafics de drogue et toutes les autres délinquances qu'on peut imaginer, il est évident que c'est de la responsabilité de l'État et c'est pas la police municipale à aller courir derrière les trafiquants de stupes. Mais
le maire de Marseille a aussi la responsabilité de la prévention et j'organiserai la prévention. Aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin, il préside le comité local de sécurité. En réalité, il n'y est jamais allé. Il envoie sa 29e adjointe, puisque en matière de sécurité, l'adjointe est classée 29e, ce qui est d'ailleurs un peu trop pour elle. Mais enfin, voilà. Catherine Lesage, allez, c'est vous qui avez l'honneur de poser la dernière question de cette soirée. Patrick Menucci vous écoute. Oui, alors je vais juste terminer sur encore une fois la culture, mais la question d'une scène de musique actuelle à Marseille. Est-ce que Marseille aura une SMAC ou pas? Voilà. Je vais vous faire un smack à vous si vous voulez, mais bon. Écoutez, moi je pense que ce qui est dramatique aujourd'hui à Marseille, c'est que le maire ne comprend pas l'évolution de la culture. On n'est pas obligé d'adhérer à tous les courants culturels. Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui me plaisent pas. Mais l'obligation qu'a le premier magistrat de Marseille, c'est de les prendre tous en compte. Je pense qu'on a les musiques actuelles aujourd'hui sont maltraitées à Marseille. En même temps, il faut aussi, par exemple, quand on parle du hip-hop, il faut aussi que le milieu soit capable un peu de répondre à la politique, parce qu'il y a souvent beaucoup de non-réponses dans ce milieu-là. Ils sont plus forts à l'opéra pour aller chercher les subventions que les gens qui font du hip-hop. Il faut aussi là dire la vérité, mais il faut les mettre dans une situation. Moi, je suis pour le développement de la musique. Je suis un de ceux qui a, je vais pas dire créé parce que ça serait un bien grand mot, mais qui a en tout cas financé, impulsé tout ce qui tourne autour des musiques du monde avec le marché aujourd'hui que nous avons au doc sur ces questions-là. Et je pense que ce sont des éléments d'attractivité et ce sont des éléments de création de valeur ajoutée. Donc oui, bien sûr, il faut développer les musiques actuelles. Je ferai par exemple en sorte que le festival Mars Attack, qui dans n'importe quelle ville française, je pense au Transmusical par exemple, à Rennes, accueille 90 000 personnes, mais ce qui est absolument extraordinaire, Monsieur Bézère, je sais pas si vous savez cela, mais quand on commence Mars Attack à Marseille, on sait qu'on va perdre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on le cantonne dans la friche de la Belle de Mai, qui de toute façon ne pourra pas recevoir chaque soir plus de 8500 personnes. C'est plus à la friche, c'est plus à la friche de 3 ans, c'est au Doc des Suds maintenant, Mars Attack. Oui, mais c'est pareil. La friche ou les Docs des Suds, ce sont des jauges au maximum à 10 000. Donc, je voulais vous dire qu'en ce qui me concerne, quand je serai maire de Marseille, je proposerai à l'équipe de Clingian, etc., d'organiser Mars Attack pour obtenir 80 000 visiteurs. Parce qu'on peut les obtenir. Ils vont à Rennes, ils vont à Londres, ils peuvent venir. Bien, on le fera sur les plages du Prado. On le fera sur les plages du Prado, parce que sur les plages du Prado, on pourra contrôler ce concert de population. On aura des gens qui vont venir de toute l'Europe, on aura des jeunes Anglais, des Allemands, des Belges qui viendront à Marseille pour voir ce festival. Le festival est absolument formidable, le travail de programmation est génial et en réalité, il coûte de l'argent. Eh bien, moi, ce que je vais démontrer quand je serai maire, c'est que le festival Mars Attack, il va rapporter de l'argent à la ville de Marseille. Voilà, Catherine, on vous fait un smack en tout cas. Smack, Catherine. Smack, Catherine. Merci Michel, merci Ruben d'avoir pas essuyé les plâtres, mais presque. Donc c'était une première. Catherine, vous me promettez que vous poserez la même question à Jean-Claude Gaudin sur les musiques nouvelles et sur les musiques amplifiées, s'il vous plaît. Je me promets. Bon, ça l'a fait rire. En tout cas, nous, on manquera pas de lui poser. Et je suis persuadé que Jean-Claude Gaudin va vraisemblablement visionner le programme de ce soir, un programme que tout le monde d'ailleurs peut effectivement revisionner sur notre site internet. C'est très intéressant. Très les intervenants. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Bien travailler le dossier et merci Monsieur Menucci. Leur sujet. Merci à tous les trois, vraiment. Vous allez voter pour moi, hein? Juste une question là, est-ce que non, on va pas vous demander pour qui vous allez voter. Catherine elle vote à Aix, donc. Non, on va pas vous demander pour qui vous allez voter. Catherine ne peut pas voter à l'étrangère. Ah zut alors. Mais juste sans dire pour qui vous allez voter, évidemment, est-ce que votre choix est fait aujourd'hui? Hésitation. Ruben, est-ce que votre choix est fait? Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Je vous demande pas pour qui, mais est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Est-ce que votre choix est fait? Oui ou non? Oui, je sais. Oui, Michel.
Je dirais que mon cœur porte toujours au même endroit pour voter, mais je reste jusqu'au dernier moment attentif À à ce l'écoute. que chaque candidat va pouvoir présenter. Mais bon, C'est un beau réflexe citoyen. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, évidemment, de revoir cette émission sur notre site et puis sur la plateforme Mon Débat 2014. C'était donc le premier Hangout Google+, on va appeler ça débat interactif. Merci beaucoup. Comment on dit, Espigao. Il sera présent sur notre plateau, Jean-Claude Gaudin, vendredi prochain, le 7 mars, à partir de 19h30. Merci beaucoup. Merci Thierry. Merci à vous, à très bientôt.